Bonne année. Bonne année, meilleurs vœux, plein de bonnes choses, que ce soit sportif, projet, amour, peu importe. Et santé, c'est important la santé. Ouais, directement, je pense que j'ai choisi le meilleur jour pour faire ce tournage. Je suis allé boxer hier soir et j'ai la gueule un petit peu cabossée. Donc comme ça on écarte le sujet directement, ce qui importe c'est plutôt le contenu plutôt que la gueule du mec qui parle. Salut à tous, c'est Franck de JF Franck, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler des 3 clés qu'il faut savoir maîtriser si jamais on veut devenir fort. Mais avant ça, intro. Avant même de commencer à parler de ces 3 clés, on va déjà classer ce qui nous rend fort en 2 catégories. Il y a ce que tu ne peux pas changer, ton passé sportif, ta génétique, ta morphologie, etc. Et il y a ce que tu peux changer. Et directement, je vais vous dire que parler de ce que tu ne peux pas changer, je ne vais même pas l'aborder dans cette vidéo. Parce que je suppose que vous êtes comme moi et que si jamais vous êtes venu voir cette vidéo, c'est parce que vous ne cherchez pas à trouver des excuses pour expliquer là où vous en êtes, mais plutôt à chercher à vous améliorer dans votre quotidien. Et dernier petit détail avant de parler de ces 3 points, sachez aussi que la force est extrêmement spécifique. On a un niveau de force naturelle. Donc, vous l'avez bien vu, il n'est pas pareil chez tout le monde. Il y a des gens qui n'ont jamais fait de sport, qui commencent le fort, qui sont très forts, et des gens qui ont 10 ans d'expérience et qui sont toujours pas très forts. Well, looks like my job here is done. Goodbye, everyone. Thank you, Captain Hindsight. Mais en gros, nous avons notre niveau de force naturelle et nous pouvons l'augmenter, avoir des gains de force. Mais seulement, il faut savoir que ces gains sont donc spécifiques. Je vous donne un exemple tout de suite, histoire que vous compreniez un petit peu mieux. Je vais parler par exemple du squat. Il y a le squat high bar, où la barre est sur le haut des épaules, et le squat low bar, où la barre est plutôt sur le bas des épaules. Squat barre haute, squat barre basse. Essaye de le dire rapidement, tu vas voir comme c'est pas simple. Et imaginons que tu t'entraînes beaucoup sur ton squat low bar, barre basse, et que tu as réussi à avoir 40 kg de plus sur ton max, je te le souhaite, ça fait plaisir. Et que à ce moment-là, tu décides de repasser sur ton squat high bar, où juste la barre est 5 cm plus haute sur tes épaules. Et bah tu vas te rendre compte tout de suite que tu n'as pas du tout gagné 40 kg sur ton squat high bar, alors que pourtant le mouvement, si on prend un peu de distance, est très semblable. C'est là où je veux en venir, que la force est extrêmement spécifique. La majorité de la force qu'on gagne est exactement sur le mouvement qu'on pratique. Déjà avant même d'aller approfondir ces différentes clés, il va falloir que vous sachiez exactement sur quel mouvement vous voulez devenir plus fort. Qu'est-ce qui vous importe? Et ce mouvement-là, il va falloir l'étudier un petit peu. Comprendre un peu sa trajectoire, comprendre un peu son amplitude, comprendre un peu les différents angles, comprendre aussi son centre de gravité. Tout ça, ça importe parce que on devient fort que spécifiquement, il va donc falloir reproduire le plus spécifiquement possible ce mouvement pour réussir à s'améliorer dessus. C'est ce qu'on appelle dans la préparation physique aussi la transposition, le fait d'obtenir des gains sur le mouvement recherché. Donc je vous disais qu'il y avait 3 clés à savoir maîtriser si jamais on voulait progresser en force. La première, c'est ce qu'on appelle l'amélioration du potentiel. La seconde, c'est l'optimisation technique. Et la troisième, c'est l'optimisation physique. Alors, l'amélioration de notre potentiel. On va faire un tout petit peu d'anatomie extrêmement vulgarisée juste pour comprendre très facilement. Pour réussir à créer le mouvement, ce qui va se passer, c'est que nous avons un nerf relié à plusieurs fibres musculaires au sein de notre muscle. Et le nerf va envoyer une information à ces fibres qui vont se mettre à se contracter. Ce groupement nerf plus fibres musculaires, c'est ce qu'on appelle une unité motrice. Si on veut donner une image un petit peu à cette unité motrice, il faut voir nos fibres musculaires comme des gars assez costauds qui vont tirer sur des cordes, et à côté, le nerf, c'est un gars qui est juste derrière eux et qui veut leur dire « Allez-y les gars, tirez !» Et tous ces gars qui tirent sur la corde, plus ces gars sont forts, plus ils sont nombreux, plus on a un potentiel de force élevé, ce qui est complètement logique. Mais pourquoi on ne parle pas de potentiel et juste de force? Parce que même s'ils sont très nombreux et même s'ils sont très forts, s'ils tirent sur les cordes de manière désorganisée, la force créée au bout de ce mouvement ne sera pas si élevée que ça. C'est vraiment très important de bien maîtriser cette image, parce qu'il vaut mieux par exemple avoir des gars qui tirent sur les cordes, qui sont moins solides et moins nombreux, mais qui le font de manière efficace, plutôt qu'énormément de gars très costauds, mais qui le font de manière désordonnée. Mais donc notre potentiel de force, l'augmentation de notre potentiel de force, c'est augmenter le nombre et le gabarit des gars qui tirent sur les cordes de nos fibres musculaires. C'est ce qu'on appelle l'augmentation de la masse musculaire et c'est ce qu'on peut aussi appeler l'hypertrophie musculaire. Et donc cette amélioration du potentiel, cette hypertrophie musculaire, on peut la diviser en 2 sous-parties. On va avoir l'hypertrophie polyarticulaire, où on va travailler en chaîne musculaire complète sur des mouvements complets. Et on va avoir l'hypertrophie d'isolation. On va chercher à hypertrophier un muscle en particulier. L'hypertrophie polyarticulaire est bien sûr beaucoup plus intéressante à faire quand on cherche à avoir des gains de force, car notre force développée, c'est à l'issue d'une chaîne musculaire. Mais l'hypertrophie en isolation a aussi énormément d'intérêt. Il faut voir notre corps comme un ensemble de chaînes.
Et je parle de chaînes, imaginez-les vraiment maillon par maillon, des chaînes métalliques. Et comme le disent très bien nos collègues transatlantiques Bemore Performance, nous sommes aussi forts que notre maillon le plus faible. Imaginez votre corps comme un ensemble de maillons, comme un ensemble de chaînes, et votre point le plus faible, votre maillon le plus faible, sera le premier à céder, sera donc votre point limitant, ce qui empêchera d'augmenter votre performance. C'est donc notre point le plus faible qui nous limite, et c'est donc très intéressant de chercher à augmenter son potentiel de force, donc chercher à hypertrophier ce point le plus faible. Je vais tout de suite vous donner un exemple. Vous prenez un athlète ou vous-même sur du développé couché, vous avez du mal juste sur les 5 derniers centimètres de votre amplitude, c'est donc la partie verrouillage et on est essentiellement, pas complètement, mais essentiellement sur du travail de triceps. Ce sera donc intéressant dans votre programmation de mettre du travail de volume sur les triceps, du travail d'hypertrophie à ce niveau. Et pensez bien, on en a parlé tout à l'heure, c'est que ça doit être le plus transférable possible pour que ça soit plus efficace. Donc par exemple, si on prend le cas du développé couché comme on en parlait sur les triceps, un kickback à la poulie à un bras sera moins transférable qu'un travail de barre au front en prise large. Enfin voilà, mais ça après c'est toute une science, je vais pas pouvoir faire une vidéo d'1h30 en vous donnant tous les détails. Ensuite, on a un point très important qui est l'optimisation de la technique. Ça paraît évident pour quasiment tout le monde et pourtant c'est quelque chose qui est complètement délaissé dans la plupart des salles traditionnelles. Pour bien pouvoir optimiser sa technique, ça demande déjà une très bonne compréhension biomécanique du mouvement que vous voulez faire. Comprendre les leviers engagés dans ce mouvement, comprendre les enjeux physiques qu'il y a dans ce mouvement. Et une fois que vous avez réussi à vous dessiner ce schéma, il faut ensuite avoir une compréhension biomécanique de son propre corps ou du corps de l'athlète que vous suivez. Comment sont ses segments, son rapport taille tibia, taille fémur et mobilité de cheville par exemple sur un squat, son rapport taille poitrine, longueur bras, avant-bras et ses points forts musculaires pour un développé couché, comprendre où sont ses points faibles dans le mouvement. Et c'est qu'avec toutes ces réponses qu'on va pouvoir commencer à établir l'optimisation technique de l'exécution. C'est pour ça que beaucoup de vidéos sur YouTube me font bien rire parce qu'elles laissent à croire qu'il n'existe qu'une seule exécution possible, parfaite sur un mouvement, alors que l'exécution parfaite n'est valable que pour une personne, elle va varier d'une personne à l'autre. Donc en fait, cette optimisation technique, on sait qu'elle est bien faite quand absolument aucun détail n'est laissé au hasard lors de votre mouvement. La position de la barre sur votre corps, que ce soit sur vos épaules ou dans vos mains, l'écartement de ces mêmes mains, la position de vos membres, les angles d'ouverture, les engagements volontaires, la trajectoire, la vitesse, le bracing, rien ne doit être laissé au hasard. On dit souvent que notre première répétition, c'est notre setup, c'est notre mise en position. Et cette phrase est complètement vraie. Il faut avoir un setup parfait pour être parfaitement placé et il faut que si on vous filme selon plein d'angles, chacune de vos répétitions soit semblable l'une à l'autre. Rien n'est laissé au hasard. En parlant de bracing, c'est un truc capital dans la force, vraiment capital. Or, personne ne le fait, personne ne le comprend. Et, autopromo, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous invite à aller la regarder, c'est extrêmement intéressant. Une fois qu'on a réussi à construire cette technique la plus efficiente pour vous, il reste la dernière optimisation, l'optimisation physique. Il y a plein de sous-catégories à cette optimisation physique, mais les principales, ça va être la potentiation et la potentiation spécifique. Déjà, je traduis ce que je viens de dire parce que c'est complexe, mais très vulgairement, ça va être la partie amélioration du système nerveux. Donc, vous vous souvenez, le système nerveux, c'est le mec qui vient gueuler au mec de tirer sur les cordes. Notre corps, avant un travail spécifique de force, on peut le voir un petit peu comme un corps qui est bridé et comme un corps qui est anarchique. But de cette optimisation, donc, c'est de le débrider et c'est de lui intégrer une organisation. Si on en revient à notre image de gars qui tirent sur des cordes, c'est un petit peu comme si les gars ne tiraient pas de toute leur force parce qu'ils ne savaient pas faire ou qu'ils avaient peur de se blesser. Et c'est un petit peu comme s'ils ne tiraient pas ensemble, c'était désorganisé, il y en a un qui tire pendant que l'autre regarde ailleurs, etc. Donc déjà pour le débrider ce corps, la technique la plus connue et la plus répandue et qui porte ses fruits complètement, c'est ce qu'on appelle la surcharge progressive. En gros aussi, sur une semaine, vous faites 3 répétitions avec une certaine charge, la semaine d'après, vous faites ces mêmes 3 répétitions avec 1 kg de plus, puis 1 kg de plus, et chaque semaine, on rajoute un petit peu de poids. Et ce qui va se passer si on s'intéresse un peu plus précisément à notre corps, la partie qui va surcompenser, qui va s'améliorer, c'est surtout la partie du coup du message nerveux. On va se rendre compte qu'on envoie un message un peu plus intense semaine après semaine, qu'on est capable d'aller plus loin, de débrider, de passer ces limites qu'on s'était installées. Notre corps, sachez-le, a un potentiel de force énorme. Seulement, bien sûr qu'on le bride parce que si on développait toute cette force-là, on se blesserait à chaque répétition. Et nous, notre objectif, par le biais de cette surcharge progressive
sur du volume très faible et à charge élevée, hein, c'est de faire comprendre à notre corps qu'en fait il peut aller un petit peu plus loin sans se blesser. Bien sûr c'est extrêmement vulgarisé ce que je viens de vous dire, mais c'est l'idée qu'il faut en garder. Il existe donc énormément de méthodes différentes pour cette partie-là de la potentiation. Je peux pas toutes les citer, encore une fois, la vidéo durerait 1h30 sinon. Mais pour en revenir à notre image avec les gars sur les cordes, en quelque sorte l'objectif de cette partie-là de la potentiation, c'est de leur apprendre à travailler en équipe et de leur faire comprendre qu'ils sont capables de tirer un peu plus fort sans risquer de se blesser. Après il nous reste la potentiation spécifique. Pour ça, il est ultra important de comprendre tous les enjeux nerveux de notre mouvement. À quel moment on a besoin d'avoir le plus de jus, à quel moment interviennent nos sticking points. Sticking points, c'est les points les plus difficiles à passer dans la répétition, etc., etc. Et ensuite, en fonction de ces sticking points, en fonction de ces enjeux nerveux, c'est la création d'exercices transposables qui vont nous permettre justement de nous améliorer nerveusement sur des parties très spécifiques de notre mouvement. Là, je vais vous donner plusieurs exemples histoire que vous compreniez un petit peu mieux. On a par exemple les travails lourds sur des accessoires. On revient sur notre développé couché. On a quelqu'un qui a du mal sur la partie triceps sur la fin du mouvement. On peut donc penser que lui faire un exercice transposable, lourd, où le triceps est plus engagé, peut avoir énormément d'intérêt nerveux. Donc par exemple du close bench, le principe de développer avec les bras le long du corps, un développé un peu plus serré on va dire, du close bench en lourd, ça peut être extrêmement transposable. Sinon il y a aussi la technique du dead start ou le départ inerte. Le principe, c'est d'avoir une barre qui ne repose pas sur notre corps, sur le début du mouvement, sur la partie la plus dure du mouvement. Donc si on en revient à notre développé couché, on règle les sécurités sur les côtés pour que la barre soit en repos sur le bas de notre poitrine, pour qu'elle soit posée sur les sécurités. Et on commence le mouvement en ayant la barre posée en bas, sans qu'elle soit en tension musculaire. Le principe même du dead start, c'est aucune tension musculaire, aucune inertie dans le mouvement. Donc si on revient à notre bencher qui a du mal à faire la fin de son exécution, on peut très bien faire du dead start partiel, juste sur la fin, sur le verrouillage. Commencer avec une barre posée sur les sécus, mais sur les sécus hautes. Et on a aussi le pin. Le pin, ça peut être du pin squat, du pin bench press, etc. C'est le principe aussi d'avoir une pause inerte dans le mouvement, mais d'avoir la descente avant. Donc par exemple, quand on avait les sécus réglés pour que la barre soit placée sur le bas de la poitrine, c'est le principe de descendre, de poser la barre, de la relâcher musculairement, puis de repartir de ce point inerte. Ça a énormément d'intérêt, les deux, le dead et le pin, sur le squat, sur le bench press ou sur d'autres mouvements. Il suffit juste d'avoir de l'imagination sur la configuration et votre setup. Ça a énormément d'intérêt nerveux. Vous allez choisir à quel moment vous allez vouloir mettre le plus d'implication nerveuse dans votre exécution. Et ça, si vous le gérez bien, si vous choisissez de l'appliquer justement à votre sticking point, aux points les plus difficiles où votre corps a besoin d'être le plus efficace, c'est juste une tuerie. Et toujours dans cette potentiation spécifique, il y a plein d'autres techniques. Et aussi toutes les techniques qui vont faire comprendre à votre corps qu'il est capable de bien plus de force et qu'il ne va pas se blesser avec plus lourd. Donc toutes les techniques où vous faites plus que votre maximum dans votre exécution. Le reverse bend, le principe d'accrocher des élastiques pour soulager la barre sur la position basse la plus difficile, et par contre pour quand on arrive sur la haut du mouvement, on est quasiment tout le poids, et grâce à ces reverse bend, vous pouvez faire du travail avec des charges bien supérieures à ce que vous êtes capable de faire normalement. Il y a le dérac aussi. Le dérac, c'est juste le principe de mettre une barre extrêmement lourde, bien plus lourde que ce que vous êtes capable de faire au maximum, et juste de la déraquer et de la tenir. Donc sur un squat, vous décrochez, vous attendez en position de squat et vous raccrochez. Juste ce principe-là, mais bien plus lourd que ce que vous êtes capable de faire. Et après, il y a le travail aussi d'excentrique dont on pourra parler, mais par contre l'excentrique c'est vraiment très très spécifique et ça fait que dans certains cas, il y a très peu de power qui l'utilisent et c'est à juste titre parce que c'est aussi plein d'inconvénients. Mais bon, c'était important de le placer dans cette catégorie. Et il en reste d'autres, encore une fois, la vidéo, faut pas que ça dure 1h30. Donc cette potentiation spécifique a pour objectif, si on en revient à notre image de soldat qui tire sur les cordes, qu'il soit le plus fort possible et surtout qu'il tire le plus fort possible au moment du mouvement où vous avez le plus besoin d'eux. Donc si on résume, on a d'abord l'augmentation de notre potentiel d'un côté et après les différentes optimisations. Optimisation technique, optimisation physique. Et le fait de jouer avec toutes ces différentes données, c'est ça qui va nous permettre de créer le programme d'entraînement le plus apte possible à nous faire progresser. Et là, sachez-le, ce programme d'entraînement, c'est encore plus complexe, c'est-à-dire qu'il est valable qu'à un instant T, vous changez continuellement. Il est valable ce mois-ci, mais peut-être que le mois d'après, vous allez avoir un sticking point qui s'est déplacé, il va falloir travailler d'autres choses. Peut-être qu'après, votre système nerveux aura été trop sollicité, vous devrez descendre un petit peu en termes de sollicitation, donc de charge, et donc plutôt vous diriger vers du volume. En fait, il n'existe pas un programme parfait sur du long terme, juste quelque chose le plus approprié possible à l'instant où vous le chercher. Et bien sûr, cette organisation-là, c'est complètement une science. Donc je peux pas vous en donner les clés comme ça va dépendre d'énormément de facteurs et c'est bien plus de la réflexion que de la théorisation. Bon, c'était une vidéo Doliprane++, on est sur un cassage de tête en règle.
C'était histoire de reprendre l'année dans de bonnes conditions. J'espère que toutes ces infos vous ont plu. J'espère que ça vous permettra de réfléchir à certaines choses. La force, c'est vraiment un domaine à part, un domaine très très complexe au final, alors qu'on pourrait le croire très simple comme il est appris dans les écoles. Ouais, la force, c'est un 5x5, etc. Bullshitland, quoi. Si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Si jamais vous voulez rebondir en commentaire, comme d'hab, pour nous soutenir, qu'est-ce qu'il y a de mieux que de nous partager, qu'est-ce qu'il y a de mieux que de s'abonner, que de liker cette vidéo. Si jamais vous avez besoin d'un petit coup de pouce et que vous souhaitez que Julie et moi, on vous aide, n'oubliez pas, il suffit de nous contacter sur les réseaux sociaux et on peut voir ça ensemble. Et sinon, moi je vous dis à mercredi prochain. Salut tout le monde.